Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette rencontre, ce grand entretien organisé par le Salon du Livre de Chaumont pour cette 20e édition. Nous avons la grande joie d'accueillir ici ce soir M. Leboum. M. Leboum, bonjour. Vous êtes romancière, poétesse, essayiste. Vous êtes née au Cameroun et vous avez étudié l'anthropologie avant de poursuivre vos études en France. À partir de 2010, vous publiez des romans. Le premier, Le Clan des femmes, paru aux éditions Lamartine, puis Sidémé aux éditions de La Cheminante, qui obtient le prix Ivoire du livre francophone en 2013, Les Marquisards, édition La Cheminante, toujours en 2015, Grand Prix littéraire de l'Afrique noire en 2016, Prix du livre engagé de la scène littéraire en 2016 également. Ensuite, Les jours viennent et passent à Gallimard, 2019, qui obtient le prix Amadou Kourouma et qui est également finaliste du prix des 5 continents 2021. En 2014, paraît aux éditions Gallimard votre dernier roman, ici présent, Le rêve du pêcheur. C'est votre cinquième roman, qui vient d'ailleurs d'être récompensé du 13e prix du Salon du Livre de Chaumont, qui a été décerné par Nîmes, association qui anime chaque année des débats qui permettent de décerner ce prix, 9 talents en lice. Et c'est ce roman, Le rêve du pêcheur, qui a conquis le cœur du jury. Alors, ce pêcheur qui habite Campo, un village camerounais au bord de l'océan et qui mène une existence paisible avec sa femme et ses 2 filles, Dorothée et Myriam. Mais un jour, la tranquillité du village se voit bouleversée quand la pêche s'industrialise, avoir un salaire tous les mois, sans être soumis aux aléas du vent, aux caprices de l'océan. Les signes extérieurs de richesse s'affichent, radio, moto, vêtements pour toutes les occasions. Le village change et les aspirations de Zacharias aussi. Il eût fallu ne rien désirer que l'on ne put obtenir, page 21, dès les premières pages. Ces mots de Zacharias sonnent comme un étrange avertissement et laissent entrevoir déjà l'orage au loin. Ce roman, Le rêve du pêcheur, c'est aussi l'histoire de Zacharie, dit Petit Pas, un psychologue clinicien que l'on découvre faisant une crise d'angoisse place de la Concorde à Paris, une nuit de janvier. On comprend vite qu'il est le petit-fils de Zacharias le pêcheur, qu'il n'a jamais connu et dont il ne se doute même pas d'ailleurs de l'existence. Zacharie est surtout le petit-fils de Dorothée, devenue maman prostituée, alcoolique, une mère qui se tait sur son passé et qui traverse la vie tel un fantôme. Mère qui n'a pas hésité à abandonner au Cameroun, mère qu'il n'a pas hésité à abandonner au Cameroun pour refaire sa vie en France. Qu'a-t-il bien pu se passer ? Le sang charrie sa merde de génération en génération tant qu'on ne soigne pas le mal. Page 80. M. Leboum. Quel mal est-il nécessaire de soigner ? Quel est-il, ce rêve du pêcheur ? Vous m'entendez, j'espère ? C'est mieux ? Enfin, j'en sais rien. Ou alors, c'est moi. Ah. Avant toute chose, je voudrais dire merci. J'ai un petit peu pris la parole vendredi au moment de la remise du prix, mais c'est l'occasion ici pour moi de vous dire, j'ai aussi peut-être individuellement dit aux uns aux autres et aux membres du jury, mais c'est l'occasion ici pour moi de dire merci pour ce prix, discerné par les amis du Salon du Livre de Chaumont. Je suis vraiment ravie. N'en soyez absolument pas vexés, mais je ne connaissais pas Chaumont. Maintenant, je connais. Je pourrais témoigner. Et merci avant d'ouvrir les débats. Après, maintenant, quel est le rêve du pêcheur ? J'espère surtout que les uns et les autres, chacun des lecteurs le découvrira au fil de la lecture. Ce qui importait vraiment, c'était
quand on m'a demandé sur quoi j'écrivais, quand j'écrivais Le rêve du pêcheur et qu'on me demandait sur quoi j'écrivais, je répondais j'écris sur la géographie. Et pour moi, c'était vraiment quelles sont, mais vraiment une vraie question, et c'est elle qui a porté tout le roman, quelles sont les géographies qui nous habitent en tant que lieu, en tant que métaphore, les lieux que nous portons en nous, les lieux que nous quittons, ceux que nous fuyons, ceux que nous continuons de réinventer, et finalement comment on occupe tous ces lieux et comment se comble l'absence. Et le rêve du pêcheur, c'était de dépasser l'endroit, d'inventer une autre place. Et la question, c'est comment il s'inscrit dans les générations à venir, ce rêve-là. Zacharie, dans ce roman, il nourrit une espèce d'aversion féroce vis-à-vis de sa mère, Dorothée. L'occasion se présente, il fuit, ou plutôt il choisit de tout reprendre à zéro. Parce que l'exil, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça, souvent, Emily Boom, se sentir étouffé par la vie, fuir, sauver sa peau? Peut-être, juste avant d'y répondre sur cette question de l'exil et de la fuite, un court extrait pour démarrer avec ce passage sur Dorothée, et ensuite je vous laisserai répondre. Page 49. Je lis jusqu'où? À partir de là, Dorothée, jusqu'à la fin. D'accord. Dorothée n'avait jamais fait un travail honnête de sa vie. Elle dormait, se prostituait, s'assurait que je mange et que j'étudie. Une fois par mois, elle me coupait les cheveux. Elle n'avait pas d'énergie supplémentaire à dépenser. Sa seule monnaie d'échange était son corps, que par ailleurs elle détruisait méthodiquement avec de l'alcool bon marché. Je devenais un homme. Mon adoration pour ma mère se changeait en quelque chose de plus compliqué. Et chaque recoin de la pièce que nous partagions me donnait la nausée. Oui, c'était du sexe. J'étais désormais assez grand pour ne plus pouvoir nier ce que j'avais toujours su. J'en étais dégoûtée. Pour ne pas être confrontée avec Achille, retardant autant que possible le moment où je serais obligée de rentrer chez Dorothée. J'avais rencontré Néla. Je devenais un homme. Cet endroit me répugnait à présent. Mi-enfoncé, mi-installé, mi-endormir, sentiment de revenir chaque soir dans le ventre de ma mère, abyssale répulsion. Alors, c'est plus complexe que simplement de la répulsion, je pense, ce que Zach éprouve pour sa mère, Dorothée. Pour moi, c'est un amour absolu. C'est de la sème absolument, avec une sorte de férocité et de tendresse totale, parce que toute la force qu'il reste à Dorothée, tout son désir de vie, elle l'oriente vers son fils. Mais il ne lui reste pas grand-chose d'énergie. Mais tout ce qui lui reste d'énergie, elle l'oriente vers son fils. Et lui, en tant qu'enfant, il passe son enfance à protéger sa mère. Il protège sa mère par sa naïveté, par ses silences et par la décision qu'il prend un jour de ne pas lui poser de questions qui pourraient la faire pleurer. Donc c'est vraiment une espèce d'amour total qui lie ces deux êtres. Simplement, il grandit, il devient un adolescent. Et à l'intérieur de lui, les choses deviennent plus compliquées. Le rapport à l'autre, le rapport à la femme, à sa propre sexualité et à son propre corps. Donc cette espèce de huis clos dans lequel il est avec sa mère lui pèse. Il commence à lui peser et lui pèse fortement. Et l'amour se complique d'autres choses, mais il n'a jamais été question que d'amour, en fait, entre ces deux-là. Il n'a jamais été question que d'amour, mais néanmoins, on sent fortement, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti en le lisant, ce trop-plein. À un moment donné, Zacharie n'en peut plus de cette vie. Il étouffe. Et ce besoin d'ailleurs devient vital presque, puisqu'il sent qu'en restant ici, c'est la mort qui l'attend. Oui, et d'un autre côté, il n'envisage pas vraiment, c'est-à-dire que Zacharie part, c'est une forme de bannissement aussi.
les circonstances l'obligent à partir et il est heureux aussi parce que ça le libère. Et que pour la première fois de sa vie, il va porter ses propres rêves. Il n'est plus responsable. D'une certaine façon, il espère en partant, il a tant d'espoir et de rêves. Et pour le coup, pour la première fois de sa vie, il s'agit de ses propres espoirs et de ses propres rêves. Du coup, se dessine une nouvelle géographie, une propre espérance. Et donc, c'est aussi ça, l'exil, la fuite au départ, et puis très vite, l'envie de vouloir exister ailleurs, de se réinventer, de se créer une nouvelle vie d'une certaine manière, entourée de personnes qui ne vous connaissent pas, comme une sorte de page blanche sur laquelle tout est possible. On peut encore tout écrire. C'est ça. En fait, oui, il arrive et personne ne le connaît. D'une part, et puis d'autre part, il est suffisamment intelligent à la fois pour comprendre à quel point la formation, l'éducation est importante. C'est pour ça qu'il va à l'université de Nanterre et qu'il a tellement envie de s'intégrer et qu'il devient psychologue. Et d'un autre côté, il sent aussi qu'il doit se réinventer, adapter ce qu'il est, son discours, sa façon d'être, à ce qui est attendu de lui dans cette société. Et il est d'accord. Dans un premier temps, il a le désir profond d'aller vers. Et au fond, ce qu'il a laissé derrière lui ne le retient pas plus que ça. Il part pour ne jamais revenir. Il sait qu'il ne reviendra pas. Et il part d'une certaine façon, oui, il part la fleur au fusil aussi en disant, eh bien, oui, alors c'est Paris et c'est beau et il s'émerveille de tout. Il s'émerveille du chemin entre l'aéroport Charles de Gaulle et Nanterre, mais je ne sais pas si vous avez déjà pris le RER B entre Charles de Gaulle et Châtelet. C'est pas joli, joli. Mais pourtant, ce jeune homme, il arrive et pour lui, c'est voilà. Et en même temps, c'est l'histoire d'un reniement parce que il le dit lui-même, il fuit ses compatriotes. Dès lors qu'il y a un groupement de Camerounais, il les évite, puisqu'il faut que son histoire tienne la route, que cette vie qu'il est en train de s'inventer existe réellement. Se créer une nouvelle vie, mais en faisant table rase d'une certaine manière de tout ce qu'il a été avant et de toute cette... Que pour des gens qui ne savent pas où il vient, d'où il vient. Ce n'est crédible que pour ceux qui n'ont pas la même lecture. Dès qu'il, si d'aventure il expliquait qui il était à quelqu'un qui le connaît, tout de suite on verrait les failles du récit. Donc alors il évite ces gens-là. Il va vers des personnes qui sont prêtes à l'accueillir, à le prendre au mot. Mais ils le prennent au mot, pourquoi? Parce qu'aussi il a compris quel est le discours formaté, quelle est l'attitude formatée et ce qu'on attend de lui. Et donc, il fait les choix, en fait. Il fait des choix de sécurité. Et au fond, il a très envie de s'aider à quoi que ce soit qui viendrait l'interroger ou le mettre en difficulté. Le rêve du pêcheur, c'est également l'histoire d'une femme, d'une mère, d'une grand-mère, Yalana, l'épouse de Zacharias le pêcheur. Grand-mère Emleboum. Juste de façon très anecdotique, Campo, c'est un petit village qui est au sud-est, tout au sud-est du Cameroun. Mais c'est vraiment un tout petit village au bord de la côte atlantique, avec, comme je l'ai décrit dans le livre, avec le fleuve et l'embouchure. Et c'est un très, très joli endroit. Moi, avec mes enfants, on va à une 50aine de kilomètres plus bas, dans un endroit qui s'appelle Kribi, qui est une station balnéaire où tout le monde va, et qui est très joli aussi. Et je ne connaissais pas Campo. Et puis la dernière fois qu'on est allé à Kribi, il y a quelques années, on y est retourné avant, mais il y a quelques années, j'avais des amis qui venaient de Campo et donc j'ai appelé pour dire on est à Kribi, ils disaient bah venez. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce lieu qui est vraiment absolument magnifique et sauvage, vraiment le genre d'endroit où, qui existe dans les chansons ou dans les romans, sauf que c'est là en vrai. Et en même temps, il y a l'intuition très profonde qui va disparaître ce lieu. D'abord parce qu'il y a très peu de gens. Et c'est surprenant parce qu'il y a l'Atlantique, il y a la terre qui est fertile, et il y a cette beauté, et pourtant tout le monde s'en va. Il y a une espèce de mouvement hors de Campo, des personnes de Campo. Et quand je suis allée à Campo et que je marchais dans le village, ce village vide
étonnamment vide. Il y avait une vieille dame qui était assise devant sa véranda et sa maison donnait sur la mer. Je l'ai prise en photo et je me rappelle que j'ai envoyé la photo à ma meilleure amie à ce moment-là, qui est écrivaine aussi, et je lui ai dit, ça y est, j'ai mon personnage. J'avais Maya Lana. Et elle incarnait, mais là, dans ce moment-là, la personne qui est restée, la personne qui demeurait dans ce village qui se vide, dans ce lieu où il y a très peu de jeunes gens, où il y a si peu de pêcheurs encore. Eh bien, elle était assise devant sa véranda et elle était là des heures. On est passé, elle faisait rien, elle était juste assise devant la véranda, devant la mer, et elle restait là des heures. Et en fait, je me suis juste dit, c'est celle qui reste. Et en effet, elle est restée, elle a attendu. D'une certaine manière, je l'ai vue comme un peu un phare là, qui attend, qui éclaire, qui sait qu'un jour ou l'autre, ils reviendront, ses enfants, petits-enfants. La grand-mère, symbole de transmission, puisque c'est ce qui se passe, à un moment donné, elle fait le lien, peut-être. Mais qu'est-ce qu'on peut transmettre alors quand il n'y a plus de lien? Je me suis posé la question en lisant ce livre, puisque Yalana ne connaît pas l'existence du tout, ignore l'existence de Zacharie. Ça aussi, c'est une question centrale du livre. Deux choses. Il y avait deux choses vraiment. D'abord, qu'est-ce qu'on transmet quand on veut transmettre? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants, à d'autres, à la société, quelle trace on veut laisser quand on a le choix de la trace et qu'on peut choisir. D'une part. D'autre part, qu'est-ce qu'on transmet sans le savoir, sans forcément le faire exprès. Et puis, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on archive? Qu'est-ce qui va, comme une espèce de millefeuille dans nos vies, se poser les unes sur les autres et qui va nous suivre finalement comme une espèce, comme un gène, comme un génome. Et quand Zacharie et Zacharias, le grand-père et le petit-fils, qui ne se rencontrent absolument jamais, ont des vies en miroir. Et l'idée, c'était aussi ça, c'était de construire ces deux vies totalement en miroir, dans leurs sentiments, dans leur envie d'ailleurs, dans leur fuite aussi, dans leurs exodes. Tout ça, de mettre ces deux vies et de dire finalement, qu'est-ce qui du grand-père, qu'est-ce que de Zacharias appartient à l'héritage de son petit-fils. Et lorsque Yalana attend, elle attend sans garantie. Elle n'attend pas en se disant, j'attends parce que j'ai une mission. Elle attend parce c'est l'attente ou la mort. C'est l'attente comme une foi, c'est pas l'attente comme un renoncement, c'est pas l'attente comme un immobilisme, c'est l'attente aussi comme une espèce de foi absolue que d'une façon ou d'une autre, quelque chose va se passer. Et quand ce quelque chose il y aura un après. Il y aura un après la destruction, il y aura un après la dispersion, il y aura un après la tempête, et dans cet après-là, je veux être là. C'est ça. C'est un peu ce qu'elle représente aussi, Yalana, qui passe presque 40 années exactement dans le même lieu, sans savoir si ses enfants, si sa fille est vivante ou morte, s'il y a quoi que ce soit derrière la tente. Et c'est cette espèce de foi-là, aussi dont il est question. Alors, vous disiez tout à l'heure cette vie un peu en miroir, et ça me fait penser à fleuve, alors j'espère bien le prononcer, Ntem, où à un moment donné, puisque on a le fleuve d'un côté, l'océan de l'autre, et à un moment donné, ça se rejoint. Hein, c'est du face à face. Et j'ai trouvé que dans cette image-là de cette embouchure du fleuve, il y avait comme une espèce de... il y a une dimension un peu métaphorique de ce qui est en train de se jouer là. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, c'est pour ça que je parlais de géographie. Et la géographie et le fleuve, l'embouchure, sont aussi une métaphore à un moment, en fait,
ce lieu-là, Campo, quand on le traverse, on voit bien, et ça se voit tellement dans la nature, et c'est ça aussi qui est frappant, on traverse un tas de petits cours d'eau. Et ils vont tous au même endroit, en fait, on le voit. On voit qu'ils se dirigent tous au même endroit, qu'à un moment, tu as tous les cours d'eau qui vont arriver, qui vont rejoindre le fleuve. On le voit parce qu'ils sont nombreux et que c'est comme ça la géographie de cet endroit. On voit tous qu'ils vont rejoindre le fleuve et que tout d'un coup, le fleuve va aller vers l'océan et à Campo, il y a l'embouchure. Et je trouvais intéressant aussi cette démarche de la nature aussi, qui revient vers un tout plus grand, mais avec un lieu qui est un lieu de rencontre. On ne sait pas ce que charrie tous les cours d'eau, d'où ils viennent de loin, enfin ils viennent de mille expériences, de 1000 autres méandres, de 1000 forêts et de 1000 rencontres. Et ils reviennent là, de ce fleuve aussi. Enfin, il y avait ces départs, nous sommes aussi des peuples de migration, nous sommes aussi appelés fondamentalement à quitter, à s'arracher. Et il y a un moment où se pose la question de comment se fait la transmission à ce moment-là. Moi, je suis toujours très admirative et très curieuse des personnes qui ont tout le temps vécu au même endroit et ne sont jamais parties. C'est comme explorer toute sa vie le même lieu. Je trouve ça comment dire, très fort. Parce que effectivement, nous faisons partie de ceux qui sont, oui, qui s'arrachent sans arrêt et qui partent sans arrêt. Et ça m'interrogeait finalement de savoir comment on transmet. Comment on transmet la langue, comment on transmet ce qu'on est, comment on transmet la façon de faire famille, de prier, d'aimer, de s'inscrire dans la société. Quand on arrive dans un nouveau lieu, sans les codes, sans rien, quand Zach arrive à Paris, il ne sait même pas ce que veut dire un sourire, en fait, absolument rayonnante, parce qu'elle lui dit, mais tout vous va à merveille avec un grand sourire. Ce sourire commercial, il ne sait pas faire la différence avec un vrai sourire. Mais c'est des petites choses de rien qui vous arrivent à chaque fois que vous sortez de votre périmètre et de votre zone de confort et que vous allez vers l'altérité et que tout d'un coup, vous êtes fragile, quoi. Vous êtes vulnérable à tout. Et d'une certaine manière, Emily, qu'est-ce que ce roman, Le rêve du pêcheur, nous dit sur l'exil, sur ce qui fait identité? Je ne sais pas vraiment ce que je pourrais dire. En tout cas, à mon sens, l'exil, c'est aussi un rêve, profondément le rêve que, en partant, je m'accomplirai. En partant, il se passera quelque chose dans ma vie qui fera que, d'une certaine façon, je serai plus complet. Et ce n'est pas vraiment, ou pas toujours, ou pas nécessaire d'être à l'étroit dans l'existence qu'on mène. Il suffit parfois d'avoir une forme de curiosité pour le monde. Alors, on présente l'exil, et je l'entends aussi, en se disant, oui, c'est terrible, c'est un arrachement et c'est extrêmement douloureux. Ça l'est. On présente aussi l'exil en disant, on fuit des choses, on s'échappe de quelque chose qu'on ne peut pas, combattre. On fuit la guerre, on fuit la famine, on fuit la pauvreté. L'exil est une fuite, peut-être. Mais pour moi, avant toute chose, l'exil est un espoir. C'est vraiment s'inscrire dans l'idée de la vie vaut la peine qu'on aille la chercher. Oui. Il y a quelque chose pour moi qui est de l'ordre j'allais dire de la survie, mais c'est pas de la survie de la vie et de la mort dans son corps et dans son endroit et dans l'espace défini à l'avance. Et donc, dans cette quête... Et ça signifie une perte. Et le risque de la perte est inscrit aussi dans l'exil. La question de l'identité passe aussi, je trouve, par
ce qui n'est pas dit, ce silence au-dessus de la vie de Zacharie, bien sûr, de celle de Dorothée aussi, celle de Yalana, comme s'il se transmettait comme ça ce silence mortifère de famille en famille. Oui, le silence familial fait des ravages parfois, souvent. Oui, c'est-à-dire que, je pense que le silence peut être totalement ravageur. Après, je reviens aussi petit à petit sur est-ce que tout se dit? Est-ce que tout a nécessairement vocation à être dit et expliqué? Quand Dorothée, quand Yalana, Dorothée, quand la petite famille vit à Campo, ils n'ont pas besoin de mots forcément pour savoir qui ils sont, d'où ils viennent et quel est leur attachement au lieu. Parce qu'il y a une cohérence dans ce qu'ils sont. Le silence commence à peser dans la fuite. Et quand le souvenir ou la culpabilité devient trop grave pour transmettre, et le silence devient mortifère, il commence à être mortifère lorsque Yalana et Zacharias ne peuvent plus communiquer. Mais ils ne sont pas forcément dans une société où on se dit tout. Enfin, un couple ne s'assoit pas pour se dire voilà les blessures que tu as fait à mon âme cette journée. Enfin, tu vois, il y a quelque chose dans le quotidien, dans la façon dont on sait forcément nécessaire. Et quand le malentendu arrive, un malentendu tellement énorme qu'ils ne l'ont pas anticipé, qui va les sortir de la société, de la façon dont leur intimité est construite, ils ne trouveront pas les mots. Et à partir du moment où ils ne vont pas trouver les mots, là, eh bien, le silence va s'installer et le silence va peser. Parce que s'installe la honte, parce que s'installe la culpabilité, parce que s'installe l'impossibilité de dire à l'autre. Et même quand Zach pose une seule fois dans sa vie, et il a 10 ans, la question à sa mère de lui dire « Pourquoi on n'a pas de village ? Qui on est ? Pourquoi on n'est que tous les deux dans la vie ? Pourquoi il n'y a que toi et moi ? Alors que c'est des sociétés communautaires où il y a tout le monde a une grande famille, les oncles, les tantes, les cousins, les machins. Oui, et puis tout le monde retourne dans le village. Voilà, à un moment ou à un autre, tout le monde retrouve au village. Qu'un sens, on le lui fait remarquer. Et quand il pose la question à sa mère et que sa mère il ne la pose plus jamais. D'ailleurs, il ne pose plus jamais la question à personne de ses origines. Et lui aussi, il commence à mentir sur lui-même. S'enclenche alors, c'est à ce moment-là, dans l'impossibilité de dire et dans la douleur que ça génère, et le sentiment de honte diffuse, parce que c'est ça qui est compliqué avec le silence. Dans le mensonge, à un moment ou à un autre de la vie, on peut découvrir qu'on nous a menti et que c'est elle qui nous a menti. Alors on peut retourner la colère vers le coupable. Mais le silence fait peser la honte et la culpabilité sur nous-mêmes. C'est comme une espèce de poisse, finalement, qu'on porte sans savoir d'où ça vient. Et donc, dans tout cela, vous l'avez évoqué tout à l'heure, cette nécessité de croire. Il y a une part importante de spiritualité dans le rêve du pécheur, cette question de la spiritualité, cette nécessité d'y croire vaille que vaille, notamment s'agissant de Yalana, de croire en quelqu'un, de croire en quelque chose, absolument. En tout cas, ça l'ancre. Les pécheurs, moi j'ai vu ça aussi dans les personnes qui sont dans un rapport immédiat avec une forme de nature sauvage. En fait, la spiritualité s'inscrit dans la nature. Les pêcheurs, quand ils prennent la mer, les pêcheurs de pirogues, je ne vais pas parler des pêcheurs en général, je ne peux pas en parler, mais je peux parler de ces pêcheurs-là. Quand ils prennent la mer, quand ils habitent auprès d'un grand fleuve, on sait aussi à quel point cette nature peut être imprévisible, à quel point elle est puissante, à quel point elle nous dépasse.
Et aussi, quand on est près d'une forêt, et il y a, oui, quelque chose qui s'inscrit, une forme de spiritualité qui s'inscrit et qui est liée à la conscience aiguë de notre fragilité face à la nature, face à la vie, face à l'avenir, et puis quelque chose qui permet aussi comment dire, de donner de l'épaisseur à son existence. Quand Yalana commence à attendre, en fait, elle dit pas, c'est pas une prière, c'est pas un Dieu, non, c'est juste une nécessité absolument vitale de se dire, je vais juste me poster là. Et en même temps, À la fois de certitude et d'incertitude. C'est quelque chose, rien ne lui garantit que quiconque va revenir. Et tôt ou tard, elle va mourir. Enfin, tu vois, il y a un truc dans la finitude de son existence qui est là aussi. Mais elle a quand même envie, malgré tout, d'espérer que quelque chose va arriver. Et quand ce quelque chose arrivera, elle doit se tenir prête. Et je sais que l'attente, l'immobilité, n'est pas une grande qualité de notre temps, que nous sommes aussi dans un temps d'action, de vitesse. Mais je pense que l'attente est aussi une forme d'action. Tout dépend de l'intention et tout dépend de la façon dont on l'habite et ce dont elle est faite. Et là, pour le coup, elle est faite de quoi? Elle est faite d'espoir. D'espoir. Alors, je me suis posé la question. On a dit tout à l'heure, en tout début d'entretien, que vous avez fait des études d'anthropologie. Est-ce que l'anthropologie vous a servi pour l'écriture de ce roman? Parce que l'anthropologie, elle est à la croisée de diverses sciences. Et du coup, à certains moments, je vous ai senti supposé psychologue, à d'autres moments sociologue. Un mot là-dessus, Emily. De quelle manière peut-être cette manière de décortiquer, d'observer, d'être, a accompagné, a soutenu l'écriture du rêve du pêcheur? J'ai arrêté l'anthropologie parce que j'étais, après les premiers travaux sur le terrain, j'étais mal à l'aise, vraiment mal à l'aise, à l'idée de débarquer dans un lieu, dans la vie des gens et de les interroger sur ce qu'ils sont. Je n'étais pas à l'aise avec la méthode, vraiment pas. Donc j'ai arrêté et puis j'ai fait toute autre chose et c'est la vie. En revanche, j'ai gardé un vrai goût pour les sciences humaines, mais un goût profond pour les sciences humaines. Et je pense que, et je lis tout en fait, la sociologie, la psychologie, le dysfonctionnement mental, la psychologie, la place, la question de la juste place dans nos vies, dans nos êtres, dans la vie, m'interroger. Et donc, effectivement, quand j'écris, j'ai tendance à me nourrir vraiment de tout, de toutes sortes de choses qui sont reliées à mon propos. Et les sciences humaines, mais tout, la philosophie, tout. Je suis. À partir du moment où on ne me demande pas de faire un mémoire, un doctorat, un travail universitaire, je suis très Et s'agissant de cette question de la place, on a abordé hier avec Gabriel Henry et Clément Bénèche cette question de l'altérité, de la manière dont l'autre nous permet d'une certaine manière de nous rencontrer nous-mêmes. Et pour le coup, il est aussi question de ça dans le rêve du pêcheur, puisque c'est grâce à ces rencontres multiples que finalement Zacharie a renoué d'une certaine manière avec cette identité dont il s'est échappé un certain temps, mais qu'il a rattrapé. S'ouvrir à l'altérité, c'était d'ailleurs le thème. Un mot là-dessus? Oui, en fait, et c'est ça aussi, les rêveurs. Tu me demandais tout à l'heure, c'est quoi le rêve du pêcheur? Mais d'une certaine façon, les rêveurs sont aussi là pour
briser la continuité, en fait. La vie n'est pas facile pour les rêveurs, parce que d'un côté, ils mettent en danger la communauté, la façon dont elle est construite, sa cohérence interne, et ils n'ont pas forcément de place ailleurs, parce que il n'y a pas une terre, une peau, une vie qui vous attend. D'une certaine façon, quand vous partez entièrement avec ce que vous êtes. Et ce que vous allez le rencontrer dans votre entièreté. On croit abandonner des choses, on croit laisser les choses et tourner la page, mais en fait, on se rend compte que, oui, on tourne la page, mais c'est la même histoire qui continue de s'écrire. Et les rêveurs font ça. Les rêveurs ouvrent des chemins, les rêveurs rendent les choses possibles. Et ils rendent les choses possibles pour le meilleur et pour le pire. Le rêveur aussi, c'est celui qui arrête ou décide que la confrontation au même, à celui qui nous ressemble, n'est pas suffisante et qu'il a envie, profondément envie, d'autre chose, d'ailleurs, d'autrement. Et parfois, oui, ça déstabilise, mais ça déstabilise toute la société, toute la façon de penser, de réfléchir, l'écosystème, tout est remis en cause. Mais s'il n'y avait pas les rêveurs, en fait, on vivrait comme des plantes au même endroit tout le temps, toutes nos vies. Et voilà. Je me suis d'ailleurs questionnée sur cette question, sur ce rêve du pécheur, puisque j'ai eu le sentiment que plus que Zacharias, ce rêve-là, il était porté, il était incarné plutôt par Yalana. Ah, c'est possible, mais elle porte son propre rêve. Ouais. Et des blessures, était un homme fragile, elle le sait, mais elle avait une famille tout à fait correcte qui lui allait, etc. Et en fait, quand elle commence à douter, quand elle commence à résister, elle résiste moins au changement de la société que au changement dans son intimité. Parce que l'homme qu'elle aime n'est plus le même. Elle sent bien que ce n'est plus le même homme. Et c'est ça qui la rend vigilante finalement à ce qui est en train de changer dans la société. Mais ce n'est pas une tendre, hein. Ce n'est pas une... ni avec ses enfants, ni avec son mari, voilà. C'est quelqu'un qui... on pourrait penser que Yalana ressemble beaucoup aux femmes avec lesquelles j'ai grandi, en gros. C'est-à-dire elles ont l'air de rien comme ça, mais elles n'ont l'air de rien comme ça, mais quand tu regardes attentivement, tu te rends compte que, en fait, ouais, il y a un boss, quoi. Mais c'est vrai ça, parce qu'au départ, on a l'impression en effet qu'elle est en retrait, plutôt. En tout cas, qu'elle est là un peu comme une gardienne, elle s'assure que tout se passe bien à l'intérieur de son foyer, de sa maison, que la famille vive en harmonie. Et puis, chemin faisant, au fil de la narration, on se rend compte quand même, notamment à travers ce qui est raconté. Alors, je ne me souviens plus comment on le découvre dans le livre, mais on se rend compte de la dureté du personnage et de la manière dont Dorothée a été cadrée, a été contrainte dans sa vie et la manière dont elle a essayé, Yalana, de la façonner d'une certaine manière, au détriment ou peut-être en laissant peut-être plus de liberté à Myriam, je ne sais pas, jusqu'à cet événement tragique. Mais oui, en effet, c'est à ce moment-là qu'on découvre que finalement, derrière cette femme qu'on suppose en retrait, au final, elle est là, elle est bien là, et elle est moins qu'en retrait que bien présente. Elle n'est jamais en retrait, hein. À chaque fois. On est en train de vous spoiler l'histoire. Vous êtes un peu dissipé, je trouve. Non, on sent, oui, qu'elle est... oui, elle a une forme de dureté, elle a une forme de quant à soi, de vision, de regard. Et c'est pas une maman douce. Comment dire? La vie fait d'elle ce qu'elle devient, mais elle fait un tas d'erreurs. Elle
c'est elle qui est à l'origine du bannissement. Enfin, voilà, elle est sujet, totalement sujet de sa vie, des événements. Elle n'est pas que l'épouse de Zach ou la mère des filles. C'est quelqu'un qui a profondément une idée de ce qu'elle désire pour sa vie, de ce qu'elle veut. Et parfois, elle se trompe et parfois, elle a une lecture assez erronée de ce qui se passe dans sa propre famille. Et parfois, elle n'est pas là. Elle n'est pas, elle n'est pas là parce qu'elle est très, très, très occupée à faire tenir l'ensemble. Voilà. Et pourtant, l'ensemble s'effondre. Et je crois que quand elle s'en rend compte, en effet, et il s'était indiqué tout à l'heure, quand elle se rend compte de ça, il n'y a plus que l'espoir, la foi d'un possible revirement, de la possibilité de se racheter d'une certaine manière, ou en tout cas de recoller un à un les morceaux, de tenter autre chose. Oui, je pense que c'est même pas vraiment un choix. Je veux dire, comme il y a un vrai lien, tu parlais tout à l'heure de spiritualité, comme il y a un vrai lien entre les éléments, les vivants et les morts, Yalana sait aussi que, y compris dans la mort, elle n'aura pas la paix. Il y a quelque chose qui doit absolument être réparé avant même qu'elle s'autorise à mourir. Quelque chose qui doit être réparé. Oui, c'est ça. C'est ça, le fil, si on devait résumer, ce serait très bien dit, quelque chose qui doit être absolument réparé. Sinon, ça se transmet de génération en génération. Comme je le disais, le sang charrie sa mère de génération en génération. Quelques questions, si vous en avez. Ah non, hein. On dit qu'il faut... Alors, il y a cette astuce, je ne sais pas si Clément est ici, mais il disait qu'il fallait compter 7 secondes. 7 secondes avant que quelqu'un se décide enfin à prendre la parole. Après une dizaine d'années d'écriture, plus même, 5 romans, est-ce que vous avez l'impression d'avoir évolué dans votre écriture et dans vos conceptions Ceux qui un jour liront mon premier roman en verront immédiatement les limites, je pense. Moi, je les vois. Mais n'empêche que je l'aime beaucoup, ce premier roman. Et j'ai certainement évolué dans mon esthétique et dans ma façon. Ce livre-là, Le rêve du pêcheur, il y a vraiment, je pense, un travail artisanal à faire, comme je disais, avoir ces deux vies en miroir sans lasser le lecteur. Et aussi quelque chose qui me tenait à cœur, c'est d'avoir une forme de connivence entre moi, l'écrivain, et le lecteur, qui a toujours une longueur d'avance sur les personnages. Le lecteur sait qui est Zach, Zach ne le sait pas. Le lecteur sait ce qui se passe lorsqu'une société moderne, Zacharias ne le sait pas. Voilà, il y a petit à petit des clés qui lui sont données. Et tout ça, c'est une vraie construction. Je ne suis absolument pas certaine que j'en aurais été capable dans mes premiers romans. Il n'empêche que je suis toujours aussi passionnée et portée par certaines thématiques et que ce qui importe finalement, au-delà d'est-ce qu'on a progressé ou non, est-ce qu'on est un meilleur écrivain, moi je pense que ce qui importe, c'est de garder le souffle. C'est de garder le souffle littéraire, la capacité d'emporter le lecteur, d'écrire, comment dire. Oui, enfin, je n'écris pas comme je parle, j'espère écrire un cran au-dessus. Mais l'idée, c'est aussi ça, c'est voilà. Et moi, ça m'importe beaucoup.
moi, les livres m'ont énormément apporté. Je suis venue à l'écriture par la littérature. Et j'ai grandi à Douala, donc j'ai lu des livres qui ne m'étaient pas forcément destinés. Quand mon éditeur me demande, quand on discute sur des points clés avec mon éditeur, on s'entend bien, on travaille ensemble depuis un moment maintenant et on partage plein de choses, on rit de pas mal de choses. Et parfois, elle me dit, elle me suggère des corrections et je lui dis, c'est pour ton lecteur absent, lecteur quelque part à qui il fallait adresser le livre. Et elle sait aussi ce que ça veut dire. Elle sait que ça veut dire que oui, il faut revenir, je tiens à revenir à une forme de, je tiens à une forme de cohérence dans le texte et une forme de liberté dans ce que j'ai envie de dire. Et ça, c'est quelque chose qui m'habite depuis le premier livre, cette liberté à laquelle je tiens et j'espère que je la conquiers au fur et à mesure des livres que j'écris. Une autre question ? Ce n'est pas une question, mais c'est pour rebondir sur l'histoire du souffle de l'écriture, Emily. Tout à l'heure, quand nous avons lu un extrait, et j'ai dit aux gens, mais c'était très difficile de choisir un extrait de 2 minutes, parce que dans tout le livre, on pouvait en trouver. Donc, puisque nous avons été nombreux à être conquis par le souffle de l'écriture dès les premiers mots, voici les premiers mots. Et une dame nous a dit, ah bon, mais je vais aller acheter le livre, après nous avoir entendu, parce que j'avais lu la 4e de couverture, et ça ne m'avait pas donné envie de l'acheter. La 4e de couverture n'est pas écrite par... La couverture est une proposition qui est faite, qui m'a été faite par l'éditeur et que j'ai validée. Mais en même temps, cette 4e de couverture est aussi la raison pour laquelle les gens viennent vers le livre. Mais ça, si vous voulez, pour moi, et c'est parfaitement logique et normal, et c'est notre époque aussi qui veut ça. Il y a tout un marketing autour du livre. La 4e est super importante, la photo est super importante. Est-ce que le rouge est important? Comment il ressort sur le crème? Tout ça compte. Mais tout ce qui compte vraiment, c'est les livres. Moi, j'ai appris à lire. À Douala, on appelle ça le poteau. Le poteau, c'est les livres qui se vendent au bord de la route. Et je fais pas du tout ma singulière, pour reprendre le thème. Vous voyez comment je suis. Je ne fais pas du tout ma singulière, mais à Douala, comme dans beaucoup de villes africaines, il y a des livres qui se vendent au bord du trottoir. Et quand moi j'étais jeune, on appelait ça les livres du poteau. Et dans les livres du poteau, je ne sais pas du tout d'où ils venaient, mais il n'y avait ni la 4e, ni la couverture. Le livre commençait juste par le titre. Donc moi, j'ai acheté un tas de livres. Aujourd'hui, on a besoin presque de préfacer, de sous-titrer, de réexpliquer. Vous voyez, on me pose souvent la question, mais très, très souvent. Alors, Emily, c'est quoi le rêve du pêcheur? Moi, je ne sais pas, j'ai fait 350 pages. Je pense qu'il y est le rêve du pêcheur. Et je pourrais vous en parler des heures. Il faudrait malgré tout lire le livre, vous voyez. Donc, que ce soit la 4e, que ce soit la photo, que ce soit tout ça, ou que ce soit ce que je dis, en essayant de le dire joliment, tout ça fait partie d'une façon de vendre le livre, mais inaugure en rien de ce que vous allez y trouver. Voilà, ça c'est à vous de prendre le risque de la découverte. Est-ce qu'on a un micro? Une dernière question? Qui? Non, elle n'avait pas levé la main. Si, il y avait pas une question, non? Est-ce qu'il y a une dernière question? Non.
Emlé a calmé tout le monde. Non, mais j'espère bien que non. Je peux encore très, très, très longuement vous en parler. Mais encore une fois, un livre, c'est aussi la rencontre avec un univers. Et ce n'est tellement plus... maintenant, c'est à vous, quoi. Moi, j'ai fait mon boulot, à vous de... à vous de faire le vôtre. Le rêve du pêcheur, récit polyphonique qui retrace d'une manière magistrale, je trouve, l'histoire de la famille Mekobe depuis Kampo, village du bord de l'océan au Cameroun, en passant par Kribi, Yaoundé, jusqu'à Montmartre, Paris. Il y est question de la violence, du silence familial, de filiation, de transmission, d'exil, de reconstruction d'amour, surtout. D'amour. Merci. À la base, j'avais l'intention d'écrire un livre d'amour. Ah, voilà, je comprends. Bon, voilà. Merci beaucoup, Emlé Boum, pour cet échange d'une grande richesse. Merci au Salon du Livre de Chaumont et merci à vous pour votre présence aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup.